complètement isolé de ce qui se passe à l'extérieur. Comme vous roulez très vite, comment recevez-vous des informations sur l'état d'occupation de la voie devant vous? Eh bien, évidemment, les informations, comme vous dites, je suis isolé dans ma cabine, me sont données par l'indication présentée par les signaux. Je me conforme à l'observation de ces signaux et selon leurs informations, je réagis. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter instantanément. Ah ben non, évidemment, je dois reconnaître quand même lorsqu'un train de 600-700 tonnes est lancé à une vitesse assez grande, on ne l'arrête pas, comme on dit vulgairement, comme une bicyclette. Hein. Voilà. Les distances d'arrêt varient évidemment en fonction des intempéries, de l'état du rail. Ces distances, on peut les trouver à peu près entre 1200 et 1500 mètres. Vous devez bien comprendre que systématiquement, je ne peux pas tomber sur un signal fermé. Je ne peux pas m'arrêter immédiatement. Il faut que je sois averti. C'est un signal d'avertissement qui m'indique que je vais trouver un signal fermé, soit un carré ou un sémaphore. Donc, c'est la manière pour l'extérieur de vous avertir de l'état d'occupation de la voie devant vous. Exactement. Alors, lorsque c'est un obstacle ou lorsqu'il y a quelque chose d'anormal, on me fait bloquer les signaux par les gares et comme nous sommes ici en bloc automatique, c'est le train lui-même qui assure sa protection. Dans la mesure où on a plusieurs trains qui circulent, il faut éviter absolument que le train numéro 2 rattrape le train numéro 1 et que le numéro 3 rattrape le numéro 2. Alors, comment va-t-on assurer cet espacement? Eh bien, sur une ligne, on va couper cette ligne en plusieurs cantons. Qu'est-ce que c'est qu'un canton? Eh bien, c'est une portion de voie, plus ou moins longue, portion de voie qui est limitée par 2 panneaux. Alors, ces signaux, comment vont-ils fonctionner? Eh bien, ce sont les trains eux-mêmes qui vont assurer l'espacement. Ce sont les trains qui vont l'assurer par l'intermédiaire de circuits de voie, comme son nom l'indique, qui sont des circuits électriques fonctionnant avec, comme conducteur de liaison, la voie. Cela suppose d'un côté une source d'alimentation et de l'autre côté un récepteur. Le circuit de voie est donc un circuit à courant permanent. Le relais de voie est normalement excité. Et ce relais va chuter à quel moment? Quand le train va passer sur la voie, quand le train va arriver sur la voie. Et qu'est-ce qui se passe quand ce train arrive sur la voie? Il y a effectivement court-circuit, et on peut le vérifier. Lorsque l'essieu arrive sur la voie, on court-circuite les 2 rails et on transforme l'indication. La circulation, qui est dans ce canton ici, est protégée. En effet, si un deuxième train se présentait devant ce panneau, ce train va s'arrêter. Hein? Lorsque je libère le canton numéro 1, qu'est-ce que vous constatez là-bas? Sur les feux jaunes. On a un feu jaune. Effectivement, le feu jaune est un signal d'avertissement et il annonce le sémaphore présenté à ce panneau. Lorsque je vais libérer le canton numéro 2, sémaphore de protection du canton numéro 3, avertissement m'annonçant le sémaphore, et je trouve ici le feu de voie libre. Vous avez pu constater qu'à chaque fois, c'est le train lui-même qui a commandé les indications par l'intermédiaire du circuit de voie. J'aimerais que vous me donniez maintenant, en résumé, les avantages essentiels du bloc automatique lumineux. C'est une grande sécurité, effectivement. Je prends un exemple. Je prends mon petit train, je le mets en un endroit quelconque de la voie. Que se passe-t-il? Détection immédiate et à tout moment de la circulation. Protection de cette circulation, puisque je présente le sémaphore qui est lui-même annoncé. Permet de faire avancer pas mal de trains derrière. Bien sûr, l'avantage énorme du bloc automatique lumineux, c'est qu'il permet une fluidité assez importante des circulations. Hein? Quand il y a une lampe qui est grillée... Voilà, ça aussi c'est un avantage, c'est détection des incidents, mais détections qui se font toujours dans le sens de la sécurité. Je reprends l'exemple du panneau éteint. Si j'éteins ce panneau, vous constatez l'apparition d'un avertissement. Donc, quel que soit l'incident, la sécurité continue d'être assurée. Et on peut conclure en affirmant qu'en bloc automatique lumineux, la sécurité est assurée, que le fonctionnement soit normal ou anormal. Quels sont vos rapports, vous conducteurs, avec la signalisation?
Il y a le rapport du conducteur avec la signalisation. Moi, je dois une obéissance passive et inconditionnelle au signal. Je trouve un signal, je l'observe. Et selon son indication, je dois réagir. Je n'ai pas à discuter ni à interpréter. Je dois une obéissance passive et immédiate. Quel est le système de signalisation qui est appliqué sur cette ligne? C'est le BAPR, bloc automatique à permissivité restreinte. Ah, c'est un terme assez barbare. Oui. Et pour quelle raison a-t-on installé du BAPR plutôt que du bloc automatique lumineux? Le BAPR a été installé sur cette ligne puisqu'il n'a pas un trafic important. Disons que c'est une ligne de moyenne importance et les trains sont assez espacés entre eux. Et puis le BAPR est quand même au point de vue prix de revient moins élevé que le BAL, puisqu'il met en place des signaux tous les 10 km, c'est le cas ici, alors que le BAL, il en faut tous les 1500 mètres. Et c'est l'économie que l'on peut réaliser? Et on réalise aussi une économie puisqu'il n'y a pas de câble entre deux panneaux de cantonnement, il n'y a pas de liaison directe entre deux panneaux de cantonnement. La liaison se fait par l'intermédiaire des circuits de voie. Autrement dit, chaque canton comprend quel genre d'installation alors? On ne peut pas faire des circuits de voie d'une longueur de 10 km. Ah bon, alors comment Alors c'est tronçonné en 3 ou 4 parties pour faire des circuits de voie qui sont utilisables. Et alors on peut multiplier le nombre de cantons il n'y a pas de limite au nombre de cantons? Ah non, c'est exactement pareil. On peut faire exactement pareil qu'en BAL, quoi. On peut juxtaposer des cantons les uns après les autres. Et alors cette cabine dans laquelle vous vous trouvez, elle sert à quoi? Eh bien la cabine là, c'est le poste de cantonnement lui-même, pour la voie 1 et pour la voie 2. Oui. De cette cabine sont alimentés tous les signaux, c'est-à-dire le sémaphore voie 1, le sémaphore voie 2 et leurs signaux d'annonce, les avertissements. Oui. Les autres circuits de voie sont alimentés en campagne. Et cette alimentation et ces circuits de voie, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On a appliqué la technique statique. Les relais sont sous forme de tiroir. Vous pouvez m'en montrer un? Oui. Là, ce sont des systèmes embrochables. Derrière, là. Donc sur une plaquette comme celle-là, il n'y a aucune pièce mobile? Il n'y a aucune pièce mobile, ce n'est que des éléments statiques. Autrement dit, en cas d'incident, de panne... Alors en cas d'incident, il faut déceler la plaquette, ça s'appelle les plaquettes, oui, qui est incriminée, et on la change. Simplement? Simplement, oui. Nous venons de traverser une grande gare, il y a de nombreux signaux, de nombreux itinéraires. Ce ne sont pas les trains qui les manœuvrent, bien sûr. Non, évidemment, une gare, c'est un domaine qui est très particulier. C'est-à-dire que dans l'emprise d'une gare, les trains, évidemment, circulent, mais nous avons un PRS. Ce PRS centralise toute la signalisation à l'intérieur de la gare. Lui seul peut faire l'itinéraire d'un train. Il peut soit le garer, soit le laisser passer en voie directe. Il ferme les signaux, donne les directions. Enfin, le PRS, c'est l'âme de la gare. PRS des Aubrais? Oui, attends. M6, la bis. Ce PRS qui est installé dans la gare, il sert à quoi en réalité? Eh bien, un poste d'aiguillage comme celui-ci, outre qu'il permet de contrôler l'ensemble de la circulation sur un grand secteur, a remplacé 8 ou 9 postes électromécaniques. Et chaque bouton actionne une seule aiguille? Donc, chaque bouton actionne un nombre variable d'aiguillages en fonction de l'endroit. Par exemple, dans une zone assez compliquée, un bouton peut actionner une quinzaine d'aiguillages. Avec ce poste ici, vous commandez combien d'itinéraires? Nous pouvons commander 380 itinéraires. Ça veut dire qu'il y a 380 aiguilles? Non, nous n'avons que 124 aiguillages, 102 signaux. Et ces signaux, c'est vous qui les manœuvrez? Ces signaux sont manœuvrés automatiquement en traçant l'itinéraire. Lorsqu'on fait le geste de tracer un itinéraire, les aiguillages sont commandés dans la position convenable et lorsqu'ils sont dans la position convenable, le signal s'ouvre automatiquement.
Et ces contrôles se font de quelle manière, puisque vous ne pouvez pas voir tous les aiguillages que vous manœuvrez? Non, j'ai devant les yeux un tableau de contrôle optique qu'on appelle TCO. Et ce tableau me donne, par lecture directe, la position de tous les aiguillages, de tous les signaux et l'état d'occupation de chaque partie de voie. Si j'appuie sur n'importe quel bouton, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pratiquement, il ne se passera rien de contraire à la sécurité. On peut faire l'essai si on veut, et il ne se passera rien. Appuyez. Tout est enclenché électriquement. Un mauvais geste de l'aiguilleur ne peut provoquer aucune catastrophe. PRS, ça veut dire quoi? C'est un poste tout relais à transit souple. Transit souple. Alors, transit souple, à partir du moment où le signal est ouvert, dès qu'il a été franchi, fermé par une circulation, chaque aiguillage est immobilisé jusqu'à temps qu'il ait été passé et dégagé par le train. C'est ça l'immobilisation de l'aiguille par transit souple. Un itinéraire séquent, par exemple, ne pourrait se former tant que l'itinéraire tracé n'est pas dégagé. Alors, pour ça, les signaux origines de ces itinéraires présentent l'indication de carré, de feu rouge. Ce signal est infranchissable et aucun mécanicien ne le franchira, c'est le signal carré. Quand vous avez enregistré un itinéraire, est-ce que vous pouvez en enregistrer d'autres derrière? Oui, lorsque j'ai tracé un itinéraire, que cet itinéraire est formé, enclenché, je peux en enregistrer un second qui peut être convergent ou séquent. Et cet itinéraire ne se tracera pas, il ne sera qu'enregistré. Le postin des Aubrais. Alors c'est TT4 bis le premier, hein. Voilà. Et est-ce que vous y voyez un perfectionnement au PRS dans l'avenir? Oui, je pense que les PRS pourront être beaucoup plus miniaturisés que ce que nous avons, notamment dans les relais, quoi. Au point de vue sécurité, non, c'est quand même, c'est parfait. Peut-être arriverons-nous un jour à ce que ce soit le train qui trace son itinéraire lui-même, avec une mémoire. Chaque train aurait un système de codification sur la machine. Il suffirait de mettre en mémoire l'ordre de circulation des trains. Peut-être qu'un jour, les trains commanderont eux-mêmes, remplaceront l'aiguilleur. Qu'est-ce que l'indexation? C'est un système qui a deux fonctions essentielles. D'une part, l'identification des trains et le suivi de leur progression sur les tableaux de contrôle optique des postes d'aiguillage intéressés, et d'autre part, la commande automatique des itinéraires. Le principe de cette indexation est le suivant. À bord de chaque rame banlieue, un dispositif embarqué, le répondeur qui est fixé sous la caisse de la rame banlieue, sur la voie, un dispositif appelé lecteur, qui est installé à l'origine de chacun des parcours soumis à l'indexation. En réalité, l'indexation, le numéro du train, est composé de 7 chiffres. Les deux premiers constituent le code d'indexation et ils diffèrent suivant l'itinéraire suivi, la destination et la qualité du train. Les 4 suivants constituent le numéro proprement dit du train. Et enfin, le 7e, celui qu'on ne voit pas, mais qui est mis en mémoire dans l'appareillage technique, il est caractéristique de la nature du train, c'est-à-dire banlieue ou non. L'importance de ce chiffre est primordiale, puisque c'est lui qui permet l'entrée des trains dans la gare souterraine. Seuls les trains porteurs du code 7, code banlieue, peuvent être dirigés vers la gare souterraine. L'autre fonction de l'indexation est la commande automatique des itinéraires. Pour les trains de banlieue seulement, est réalisée à partir du code d'indexation, les deux premiers chiffres du numéro du train, et le 7e chiffre, nature du train, le fameux chiffre qui n'est pas affiché. L'information qui est prise dans les mémoires se substitue à l'aiguilleur et intervient sur les systèmes classiques du poste pour commander les itinéraires. Nous avons rencontré à plusieurs reprises le long de la voie des panneaux sur lesquels sont inscrits des chiffres. Signifient quoi ces panneaux? Ces panneaux m'indiquent des limitations de vitesse.
ces limitations sont permanentes. Elles sont sur le terrain, représentées par des losanges pointe en bois que d'ailleurs je dois vigiler. Ces zones représentent soit des parties où la vitesse doit être réduite parce que les courbes sont trop brusques, ou certaines traversées de gare où on doit ralentir. D'une part, peut-être parce que la gare est importante, il faut quand même les passer à faible vitesse, ou d'autre part, la signalisation dans certaines gares n'est pas à distance réglementaire. La voie normale de circulation à gauche pour rouler à droite. Pourquoi? Eh bien, nous venons rentrer en IPCS, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, les installations permanentes de contresens. Ces installations permanentes de contresens ont été mises en service de manière à ce que le service caténaire, l'entretien de la voie et aussi des fois pour acheminer certains trains puissent avoir des intervalles pour effectuer des travaux de renouvellement ou d'entretien caténaire. Il est certain qu'à l'heure actuelle, avec la cadence des trains, il leur est impossible de faire des travaux de longue durée. Alors on a installé entre des gares, enfin des distances assez déterminées qui varient entre 10 et 15 km, cela dépend, des zones d'IPCS. Le mécanicien se conforme aux signaux qu'il rencontre. Il peut tomber sur un IPCS sans être averti. Seuls les signaux lui indiquent qu'il va rentrer dans une zone où il va circuler à contresens. Que va-t-il trouver sur le terrain? Il va trouver un signal de ralentissement clignotant, un signal de rappel de ralentissement clignotant, c'est-à-dire ça le limite à 60 km/h, et en plus un petit tableau qui lui indique qu'il va entrer en contresens. De là, le mécanicien est autorisé donc à franchir l'aiguille d'entrée en IPCS à 60 km/h. Il circulera sur cet IPCS et se conformera aux signaux implantés à droite. Mais on ne risque pas de trouver un train vitesse normale venir Non, de toute façon, les signaux sont là pour établir la situation et freiner les trains de manière à ce que l'on n'ait pas des trains qui soient en vis-à-vis, c'est-à-dire... Mais parce que là, on marche en voie unique. Oui, on fait de la voie unique, effectivement, c'est de la voie unique. Quelles conditions faut-il pour mettre en œuvre une télécommande de voie unique? Ça exige des conditions modernes d'exploitation, c'est-à-dire commande centralisée, comme celle-ci, bloc automatique lumineux. Qu'est-ce que c'est qu'une commande centralisée? C'est le rassemblement en un poste unique de tous les équipements qui, auparavant, étaient dans chaque gare. Est-ce qu'un appareillage comme celui-ci permet d'augmenter le trafic d'une ligne à voie unique? Oui, cet appareillage a été conçu d'ailleurs pour ça, pour assurer une plus grande fluidité de la circulation, du fait que l'on peut changer les croisements, effectuer des dépassements en dehors des gares prévues. Et quel est l'avantage de cette commande centralisée? Sur cette commande centralisée, c'est le régulateur ici qui fait office d'aiguilleur, de chef de gare, qui effectue les mouvements comme il veut, sans nuire à la sécurité. Quelles sont les particularités marquantes de cette ligne? Cette ligne est composée de 80 km de voie unique banalisée, qui est fractionnée tous les 10 à 12 km environ par des voies d'évitement, sur lesquelles on peut effectuer des croisements et des dépassements de train. Les voies d'évitement sont banalisées, c'est-à-dire qu'on peut rentrer aussi bien d'un côté que de l'autre. La portion de voie unique est banalisée également, on peut circuler dans n'importe quel sens. Et cette télécommande se fait à grande distance? La gare origine de la télécommande se situe à 45 km de Dijon. La longueur totale de la partie de voie en télécommande est de 101 km. Les commandes sont envoyées de Dijon par courant codé. Par exemple, une manœuvre d'aiguille, c'est ce qui est le plus courant. L'aiguille se fait, l'aiguille se verrouille, le carré s'ouvre si tout est normal, et nous recevons les contrôles en retour. Et à l'aide du TCO, je vérifie si les contrôles sont bons. Et si sur place une aiguille ne fonctionne pas, par exemple? Si une aiguille ne tourne pas du fait de la présence d'un corps étranger, le contrôle indiquant que l'aiguille a bien tourné ne s'allume pas au tableau de contrôle. Et le signal reste au feu rouge. La sécurité n'est pas engagée. Le plus grave danger qui puisse y arriver, c'est d'arrêter un train. C'est tout. Il n'y a aucun danger. Là, vous avez devant les yeux un programmateur qui vous permet de commander tout le système. Comment fonctionne-t-il?
Ce programmateur, il se compose de 4 étages, plus un étage dit d'exécution. Vous pouvez donc enregistrer successivement combien de trains? 4 circulations programmateurs, plus une circulation à l'étage d'exécution, qui est d'ailleurs actuellement affichée. Et cela dans les deux sens? Dans les deux sens. Et c'est le train lui-même qui effectue son itinéraire, qui provoque la descente de l'itinéraire, disons. Et au fur et à mesure que le train avance, l'itinéraire s'efface, et le second étage descend, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le programmateur soit complètement vide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme particularité sur cette ligne? Comme autre particularité sur cette ligne, nous avons les installations de réchauffage d'aiguilles électriques dans toutes les installations d'évitement, c'est-à-dire menées, etc. Ces installations sont surtout utilisées l'hiver en cas de neige, de gel, etc. Et vous arrivez à passer combien de circulations? En période normale, environ 40 à 50 trains par jour. En période de pointe, on en rajoute facilement 20 qui passent facilement. Nous sommes ici dans une région du centre de la France assez accidentée. Quelle particularité géologique présente cette ligne? Alors, comme vous le voyez, la ligne à double voie sur laquelle nous nous trouvons traverse un relief grâce à 2 tunnels reliés par une tranchée. Compte tenu du vieillissement de ces parois, on peut craindre des éboulements, malgré la surveillance humaine qui est opérée sur ces zones. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen plus perfectionné de prévenir ces éboulements? Alors le moyen le plus sûr, c'est d'installer un dispositif électrique de détection de la chute des rochers. Sur toute une longueur de zone à surveiller, sont installés des conducteurs électriques isolés, reliés à une source de courant et montés en série avec un relais de signalisation. Bien, si un rocher tombe, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, si un rocher tombe, on aura une rupture d'un ou plusieurs fils. Cette rupture provoquera la désexcitation de relais et permettra la mise à l'indication carrée ou sémaphore des panneaux de protection et en déclenchant également les torches de mise à feu électrique. Nous entendons périodiquement dans la cabine le tintement d'un timbre. La protection, c'est l'observation absolue des signaux. Mais par contre, nous avons une confirmation complémentaire par une répétition sonore en cabine. Lorsque je passe un signal, j'ai un déclenchement de brosse sur crocodile, j'ai une répétition du timbre à voie libre. S'il me confirme que le signal est bien ouvert. Lorsque j'aperçois un signal autre que voie libre. Au passage de ce signal, le klaxon tente et moi je dois l'arrêter. C'est-à-dire que j'ai observé ce signal, je l'ai vigilé et il est enregistré sur une bande graphique placée à l'intérieur de l'enregistreur de vitesse. Si en pleine vitesse, vous avez une défaillance, que devient le train dans ce cas-là? Vous voyez, à l'heure actuelle, j'ai soit le pied sur une pédale, soit la main sur un cerclot. Je vous fais l'expérience, remarquez, elle est gratuite. Là, si je lâche tout, j'ai 2 secondes et demie. On entend ce klaxon au bout de 2 secondes et demie. Je dois reprendre le cerclot en main ou appuyer sur la pédale. Si au bout de 60 secondes, je n'ai pas lâché le cerclot et je ne l'ai pas réarmé, j'ai une sonnerie c'est un genre de rappel à l'ordre. Sinon, dans les 2 cas, dans les 2 secondes et demie qui suivent, j'ai arrêt d'urgence, ouverture de disjoncteur, le train s'arrête. Est-ce qu'il existe une signalisation spéciale pour les trains roulant à 200? Nous avons une signalisation spéciale pour les trains qui roulent à 200 à l'heure. On ne peut pas allonger les distances de cantonnement parce que nous avons que quelques trains qui circulent à 200 à l'heure. Alors on a été amené à compléter cette signalisation par la préannonce. La préannonce me donne une distance complémentaire, au moins d'un cantonnement, pour m'arrêter. Cette préannonce est matérialisée sur le terrain par un signal vert clignotant.
Ce signal indique au mécanicien qu'il doit se présenter au signal suivant, qui doit être normalement un avertissement, à une vitesse de 160 km à l'heure, de manière à retomber dans les distances d'arrêt normales d'un train à 160. Si l'on supprimait la signalisation, que se passerait-il? Je vois très mal les trains circuler, parce que par les vitesses et par la cadence des trains, il faut quand même une sécurité, et sans signaux, je ne vois aucune sécurité. Donc, pas de signaux, pas de train. Puisqu'on ne peut pas supprimer la signalisation, comment vous voyez son avenir? Est-ce qu'elle va se développer? Évidemment, la signalisation est impensable de la supprimer d'une part, et d'autre part, elle ne peut qu'évoluer. Tout à l'heure, on a parlé des trains à 160, nous avons parlé des trains à 200 à l'heure, et vous avez vu que déjà, entre 160 et 200 à l'heure, il y a un complément de signalisation, ce qu'on a appelé la pré-annonce. Alors, il est certain que si on arrive à avoir des vitesses supérieures à 200, 300 peut-être, je ne sais pas moi, nous avons des gens qui pensent à ça, eh bien la signalisation ne pourra qu'évoluer. Alors, on n'aura peut-être plus la signalisation latérale, nous aurons une répétition permanente en cabine, les signaux sont supprimés, mais à tout instant, le conducteur électricien, enfin, ou le mécanicien, le terme est plus exact, sera informé de la position de son train, de ce qui se passe devant lui, et ainsi il pourra agir en conséquence. C'est d'ailleurs ce qui va être mis en application sur la nouvelle ligne Paris-Lyon.